l'Opéra de Paris fait beaucoup parler de lui en ce moment. Motif, son nouveau plafond déjà connu sous le nom de plafond de Chagall. Une conférence de presse a réuni la foule des journalistes autour de M. Georges Ric, directeur de l'Opéra. Je suis fier personnellement et je suis heureux pour tous les futurs spectateurs de ce théâtre de ce qu'il a fait pour nous. Le plafond de Chagall, une œuvre de 220 mètres carrés, réalisée en 1964 par Marc Chagall, le plus français des peintres russes. Un hommage au plus grand compositeur d'opéra et de ballet. Un hymne à la musique, sa deuxième passion. Marc Chagall est connu dans le monde entier quand on lui propose de réaliser cette toile monumentale. Il a alors 77 ans et va longuement hésiter. Vous savez, c'est pas tout de suite que j'ai décidé quoi que ce soit. J'ai été bouleversé par la proposition énorme de notre ministre Malraux. Commandé par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, ce plafond va très vite bousculer le monde de l'art et faire polémique en relançant le débat entre les classiques et les modernes. Un travail unique qui, avec toutes les difficultés qu'il va rencontrer, est presque un miracle. C'est dans la bibliothèque musée de l'Opéra qu'une partie de cette histoire est conservée. Au milieu des archives des grands compositeurs, le nom de Marc Chagall. On a 400 articles rassemblés dans ces 2 boîtes de documents qui retracent la manière dont le plafond a été créé et surtout la polémique qu'il a suscité. Et on peut déceler à quel point les journalistes ont été virulents pour attaquer ou pour soutenir cette création contemporaine au sein du Palais Garnier. Pour comprendre la polémique, retour le 17 février 1960, 4 ans plus tôt. Madame, monsieur, le programme du spectacle, demandez le programme. Ce soir-là, un gala de prestige est donné en l'honneur du président de la République du Pérou. Aux côtés du général de Gaulle, le ministre chargé des Affaires culturelles, André Malraux. On a présenté au chef d'État du Pérou un ballet dans des décors et costumes de Chagall, Daphnis et Chloé. Donc le président du Pérou admire, selon la presse, ses décors et ses costumes. Et pendant ce temps, le ministre André Malraux, qui est peu friand de musique, lève les yeux vers le plafond d'origine et se serait dit que le Palais Garnier méritait un autre plafond et aurait décidé à cette occasion de commander un nouveau plafond à Chagall, ce qu'il aurait fait à l'entracte. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui, j'étais ébloui, c'était formidable. Et j'ai pensé quoi faire, comment faire. Et... Vous comprenez? Vous savez comment ça se fait? Entendu. Et à un moment donné, vous avez tout de même décidé... Oui, j'ai été très tourmenté et à la fin du compte, ma femme me dit, écoute, assez, c'est tourmenté. Fais des esquisses, peut-être ça sortira rien ou ça sortira quelque chose. Si ça sort quelque chose, tu montrera oui ou non. Oui ou non. Eh bien, voilà, j'ai fait des... Ici, vous voyez seulement 3, mais il y a des dizaines de dessins, de maquettes. Après, je montrais à Malraux. Mérette Meyer est l'une des petites filles de l'artiste. Chagall redoute les commandes. Pendant des mois, il va travailler à l'élaboration de cette œuvre gigantesque, unique. Il sait que c'est un hommage à des compositeurs, il connaît le répertoire, mais il ne sait pas encore quelle est la profondeur, quel est le coloris qu'il va donner à tel et tel compositeur. Et il place des masses colorées. Il les place d'abord sans les personnages, ça c'est déjà une énième esquisse qui inscrit déjà des dessins. Et à savoir quel est le degré aussi de lecture qu'on peut avoir à partir de la salle de spectacle. Il doit tenir compte, bien sûr, de la perspective et de la hauteur que le plafond va avoir, et donc de la distance à laquelle le plafond doit être vu, lu, compris. Jour et nuit, Chagall doute.
Il rêve de ce travail monumental et fait sans cesse de nouvelles esquisses. Il y a des maquettes avec les couleurs, il y a des maquettes avec les couleurs, avec certains motifs qui changent ensuite de place. Il y a des maquettes avec des emplacements de personnages qui ne doivent pas être nécessairement les emplacements définitifs et pas les personnages définitifs non plus. Donc tout ça, c'est toujours en mouvance, c'est quelque chose, il n'y a rien de définitif. Il y a tout qui est fluide, tout qui bouge, tout qui est en apesanteur et tout qui devient, qui est toujours en devenir, est en cours. La décision de réaliser ce plafond est rendue officielle 2 ans plus tard, en juillet 1962. La virulence des critiques est immédiate. Un certain nombre de journalistes s'en prennent à l'initiative ministérielle et jugent le projet d'une modernité superficielle. C'est le cas d'André Ferrier, dans France Observateur, qui est l'ancêtre du Nouvel Observateur, une revue plutôt à gauche, qui écrit ceci. Monsieur André Malraux a commandé à Chagall un plafond pour l'opéra, l'étrange entreprise. Pourquoi, sur une si belle lancée, ne pas équilibrer le carpeau par une compression de César en lançant quelques autobus sur la façade aux heures de pointe, couronner le dôme d'un mobile de Calder. On voit la virulence de cette critique vis-à-vis du ministre, vis-à-vis du projet. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le Palais Garnier, qui, avec son esthétique jugée pompier, n'intéressait plus personne, tout d'un coup est remis devant les feux de la rampe et suscite un regain d'intérêt du fait de ce projet ministériel d'introduire une œuvre contemporaine en son sein. En effet, l'opéra est un monument emblématique du règne de Napoléon III. Il est l'œuvre d'un inconnu à l'époque, un certain Charles Garnier. Il va mettre 14 ans pour le construire. L'inauguration a lieu en 1875. D'emblée, Garnier veut éblouir par son grand escalier. Lorsque Garnier pense le grand escalier, il souhaite réaliser un monument dans le monument. Ce grand escalier doit symboliser à lui seul le Palais Garnier, au même titre que le dôme symbolise les Invalides à Paris. Il est conçu comme un décor de théâtre, on le voit. C'est un espace polychrome avec de nombreux matériaux, des marbres, de l'onyx, différentes variétés de pierres qui sont illuminées par de magnifiques torchères. Le public déambule dans cet espace, c'est un public qu'on appelle le tout Paris. Il est composé d'élites qui sont des élites bancaires, commerciales, mais aussi politiques, qui viennent à l'opéra en habits, en robes, crinolines et smoking, pour voir et pour être vus. Mais le must pour Garnier, c'est la salle de spectacle. Un lieu où la magie est le plus grand metteur en scène. Lorsque Garnier crée cette salle de spectacle, ce qu'il cherche en tout premier point, c'est à éblouir le spectateur. Non seulement en choisissant des matériaux riches, mais également des couleurs très chatoyantes, le rouge, le vieil or. L'objectif, c'est de trouver l'harmonie avec la scène, et c'est une harmonie qui non seulement est visuelle, mais c'est aussi une harmonie sonore, puisque cette acoustique est absolument extraordinaire. Le pari que s'était fixé Garnier est largement atteint, puisqu'il a réussi, avec cette salle de spectacle, à recréer un monde féerique. Au cœur de cette salle, le plafond de Marc Chagall masque une œuvre tout aussi monumentale. Elle est signée Jules Eugène Leneveu. Seule une maquette permet aujourd'hui de la découvrir. Jules Eugène Leneveu, c'est un peintre on ne peut plus académique. Il a été, comme Charles Garnier, à l'École des Beaux-Arts dans sa jeunesse, et puis il a passé ce prestigieux concours de Rome qui avait pour objectif de valoriser les plus grands architectes, les plus grands peintres et les plus grands musiciens du moment, et il s'est spécialisé dans la peinture d'histoire. C'est parce qu'il était réputé bon dans la peinture décorative, de grands volumes, très habile dans ce domaine, que Jules Eugène Leneveu a été choisi par l'architecte pour réaliser la décoration de la voussure du Palais Garnier.
On voit bien la partie basse du plafond où un char tiré par 2 chevaux guide vers le soleil, tandis que de ce côté-ci de l'œuvre, on est dans l'obscurité. Et cette scène mythologique est une scène d'allégorie. On retrouve toutes les muses auxquelles on pouvait s'attendre dans un théâtre, Euterpe, Terpsichore, Erato, ainsi que les figures des différentes heures du jour et de la nuit. En 1960, personne n'entend parler de ce plafond et personne ne le regarde. D'une part parce qu'il se fond parfaitement avec le décor de la salle, d'autre part parce que l'éclairage au gaz a eu tendance à ternir un peu les couleurs du plafond, même si ça avait été anticipé par l'architecte et le peintre. C'est donc pour redonner un coup de projecteur à cette salle que Malraux commande en 1962 une nouvelle œuvre. Malraux est alors depuis 5 ans dans le gouvernement de De Gaulle, qui lui a taillé un ministère sur mesure. La création du ministère des Affaires culturelles